nous avons tourné notre regard vers les frontières les plus froides et les plus lointaines du système solaire. Nous cherchions une planète sur une orbite de 20 000 ans. L'ironie, c'est que la preuve que nous cherchions était sous nos yeux depuis des décennies. Mais nous regardions au loin. La solution se trouvait dans des données satellitaires des années 1980. C'est pourquoi les chercheurs ont comparé des images provenant de 2 décennies différentes. Le résultat ? Terrifiant. Là, un objet 10 fois plus grand que la Terre se déplaçait lentement. Il était 20 fois plus éloigné du Soleil que Neptune, et son existence semblait physiquement impossible. Mais le plus troublant n'est pas là. Cette découverte soulève la question de savoir où l'orbite de la planète nous mènera exactement. Si vous aussi, vous vous demandez comment la 9e planète pourrait influencer notre destin, ne manquez pas cette vidéo. Abonnez-vous, car ce géant n'est plus une théorie, mais une réalité qui s'approche rapidement. Nous commençons. Pendant des années, nous avons cru que le système solaire était composé de 9 planètes. À l'école, on nous a tous enseigné que Pluton était le dernier arrêt. Mais, en 2006, tout a changé. Pluton a été rétrogradé dans une catégorie moins prestigieuse, celle de planète naine. Notre système solaire s'est soudainement retrouvé avec 8 planètes. C'est pourquoi les scientifiques ont commencé à chercher un nouveau candidat pour ce 9e siège vacant. Pendant des années, cette recherche n'était qu'une théorie, un monde hypothétique et gigantesque, caché dans les confins sombres du système solaire. Pourtant, nous sommes peut-être arrivés à la fin de cette quête, car les premiers indices concrets de l'existence de cette planète mystérieuse sont désormais entre nos mains. Pour comprendre l'existence de cette planète géante, tu dois d'abord connaître un concept, l'effet gravitationnel. Imagine maintenant que tu tiens un morceau de papier. Pose une pièce de monnaie en métal dessus. Soudainement, la pièce commence à bouger, mais personne ne la touche. Cette situation semble impossible, n'est-ce pas? Car un objet ne peut pas bouger de lui-même. C'est pourquoi une idée te vient immédiatement à l'esprit. Quelqu'un doit faire bouger un aimant sous le papier. Tu ne peux pas voir l'aimant. Mais la preuve de son existence, c'est la pièce qui bouge. Voilà exactement la situation pour la 9e planète. Nous ne l'avons jamais vue. Mais son existence pourrait expliquer les mouvements étranges que nous observons dans les profondeurs de l'espace. Les planètes du système solaire tournent sur un plan plat, incliné d'environ 6 degrés par rapport au Soleil. Mais pourquoi exactement 6 degrés? Personne n'en est sûr. Certains scientifiques pensent que cette étrange inclinaison est due à la force d'attraction d'une 9e planète invisible. Cette planète, tel un gigantesque marionnettiste, pourrait lentement attirer tout le reste vers sa propre orbite. C'est pourquoi il ne serait pas faux de l'appeler le marionnettiste invisible. Pourtant, l'influence de ce marionnettiste ne s'arrête pas à l'orbite des planètes. La véritable preuve se trouve bien plus loin. Au-delà de Neptune s'étend une région remplie de débris glacés, appelée la ceinture de Kuiper. Cette ceinture commence à plus de 30 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire plus de 30 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Des milliers de petits corps glacés s'y trouvent. On les appelle les objets transneptuniens, ou TNO en abrégé. En 2016, des chercheurs de Caltech ont remarqué que certains de ces TNO se comportaient de manière très étrange. Un groupe de TNO avait aligné ses orbites dans la même direction, comme s'ils étaient guidés par un berger invisible. Cela ne pouvait pas être une coïncidence, car les modèles montraient que cela n'était possible qu'avec la force d'attraction d'une planète ayant environ 10 fois la masse de la Terre. L'orbite de cette planète hypothétique était aussi incroyablement longue. Une révolution complète autour du Soleil pourrait durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. C'est pourquoi elle devrait se trouver actuellement à des centaines de fois la distance qui nous sépare du Soleil. Cette distance gigantesque la rend presque invisible. Alors, comment trouver quelque chose d'aussi éloigné? Comment sa lumière nous parvient-elle? C'est ici qu'intervient le deuxième concept critique, la recherche infrarouge. Jusqu'à présent, les astronomes tentaient de détecter la 9e planète grâce à la lumière du Soleil qu'elle réfléchit. Mais cette méthode a un problème énorme. La lumière du Soleil doit d'abord parcourir des milliards de kilomètres pour atteindre la 9e planète. Ensuite, elle doit se réfléchir sur sa surface et refaire ce long chemin en sens inverse pour atteindre nos télescopes sur Terre. C'est un voyage aller-retour. Selon les calculs, une planète de la taille de Neptune, si elle était 10 fois plus éloignée que Neptune, apparaîtrait environ 10 000 fois plus faible en lumière visible.
C'est encore plus difficile que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourtant, le rayonnement thermique propre d'une planète, c'est-à-dire sa chaleur, ne fait qu'un voyage à sens unique, car la planète elle-même est une source de chaleur. C'est pourquoi, en lumière infrarouge, c'est-à-dire en la regardant comme une source de chaleur, la même planète n'apparaît que 100 fois plus faible. Cette situation augmente nos chances de la trouver de 100 fois. Cette idée a inspiré une équipe de l'Université nationale Tsinghua à Taïwan. Ils se sont donc plongés dans les archives des anciennes données de balayage du ciel en infrarouge. Ils se sont concentrés sur 2 sources principales. La première était le satellite IRAS, lancé en 1983 et qui a balayé le ciel pendant près d'1 an. La seconde était le satellite japonais Akari, qui a fonctionné entre 2006 et 2011. Il y avait une différence de 23 ans entre eux. Leur plan était simple. Ils allaient faire comparer les objets visibles dans la base de données d'IRAS pour voir s'ils avaient bougé lors des observations d'Akari. Car si quelque chose orbite autour du Soleil, il a forcément dû bouger en 23 ans. C'est pourquoi les astronomes ont commencé à chercher des points qui apparaissaient dans ces 2 ensembles de données, mais dont les positions étaient légèrement différentes. C'était comme remonter le temps pour suivre les traces d'un fantôme. Mais un grand piège les attendait dans cette chasse, une illusion cosmique. Le nom de cette illusion est l'effet de parallaxe. C'est très facile à comprendre. Tiens maintenant un doigt devant ton visage. Ferme d'abord ton œil droit et regarde avec ton œil gauche. Puis ferme ton œil gauche et regarde avec ton œil droit. Ton doigt semble avoir changé de place, n'est-ce pas? Voilà la parallaxe, car tu le regardes sous des angles légèrement différents, c'est-à-dire depuis tes 2 pupilles. La même chose se produit lorsque nous regardons l'espace depuis la Terre. Comme notre planète tourne autour du Soleil, notre angle de vue sur les objets très éloignés change constamment. Aujourd'hui, une étoile peut apparaître à une certaine position. Mais, 6 mois plus tard, lorsque la Terre est de l'autre côté de son orbite, cette étoile semble avoir légèrement bougé. Ce n'est pas un mouvement réel. C'est juste une illusion due au changement de notre point de vue. C'est pourquoi il devait éliminer cet effet en cherchant la 9e planète. L'équipe a examiné des images prises à la même date chaque année, car à cette date, la Terre est toujours au même point de son orbite. Ainsi, si la 9e planète était réelle, elle devait apparaître au même endroit chaque année, sans ce faux mouvement de parallaxe. Cette recherche minutieuse les a conduits à un seul objet, un minuscule point dans les données infrarouges. Cet étrange petit point avait légèrement bougé le long de son orbite au cours des 23 ans, entre IRAS et Akari. Il avait passé tous les filtres. Ce n'était pas la parallaxe, ce n'était pas une galaxie ou une étoile lointaine. C'était quelque chose de froid, de sombre, et qui se déplaçait lentement. Alors, était-ce possible? Les astronomes avaient-ils enfin confirmé l'existence du membre manquant du système solaire? Peut-être, mais à ce stade, ils ont eu une surprise incroyable, car les données suggéraient que la masse de cet objet pourrait être beaucoup plus grande que prévu. Des recherches antérieures de la NASA avaient éliminé les planètes de la taille de Jupiter ou de Saturne. C'est pourquoi les scientifiques cherchaient quelque chose d'un peu plus grand que la Terre. Pourtant, il s'est avéré que cet objet mystérieux pourrait être encore plus grand que Neptune. Cela bouleversait complètement la théorie. Les données orbitales étaient insuffisantes pour calculer une orbite complète. C'est pourquoi, pour l'instant, nous ne pouvons pas dire avec certitude si cet objet mystérieux est vraiment la 9e planète. Mais, il était le candidat le plus sérieux à ce jour. Et s'il est vraiment là-bas, cette masse gigantesque qu'on lui prête a une signification qui nous obligera à réécrire tout ce que nous savons sur le système solaire. Et s'il est vraiment là-bas, cette masse gigantesque qu'on lui prête a une signification qui nous obligera à réécrire tout ce que nous savons sur le système solaire. Mais cette situation apporte également la plus grande preuve contre la théorie de la 9e planète, car un corps céleste a été découvert qui semble être apparu précisément pour réfuter l'existence de cette planète géante, une planète naine, trouble-faite. Elle est entrée en scène comme pour mettre fin à la théorie. C'est pourquoi certains scientifiques ont commencé à penser que la 9e planète n'était qu'un rêve. Le nom de ce trouble-fait est 2017 OF 201, ou son nom plus mémorable, Orphée. Orphée est une planète naine d'environ 690 km de diamètre, ce qui la rend environ un tiers de la taille de Pluton. Ce qui la rend spéciale, c'est son orbite. Une révolution complète autour du Soleil dure au moins 25 000 ans.
Sa distance la plus proche du Soleil est d'environ 45 unités astronomiques, ce qui est similaire à la distance de Pluton. Mais le point le plus éloigné de son orbite s'étend jusqu'à 1600 unités astronomiques. Cela signifie qu'il voyage bien au-delà de la ceinture de Kuiper et s'approche des limites intérieures du nuage de Oort. Pourtant, le vrai problème n'est pas là. Il ne correspond à aucun des modèles de regroupement orbital utilisés pour soutenir l'hypothèse de la 9e planète. Si une planète cachée guidait vraiment les autres corps célestes comme un berger, Orphée aurait dû être éjecté du système solaire il y a des millions d'années. Car selon les calculs, si la 9e planète avait la masse et la position prévues, l'orbite actuelle d'Orphée serait détruite en environ 100 millions d'années. Pourtant, l'orbite d'Orphée semble extrêmement stable et intacte. C'est pourquoi son existence porte un coup dur à l'idée d'une planète marionnettiste qui rassemblerait un groupe de TNO. Alors, si la raison des orbites étranges d'Orphée et des autres TNO n'est pas une planète géante que pourrait s'être, car l'espace est plein de surprises, et la gravité n'est pas propre qu'aux planètes. La première idée alternative, ce sont les marées galactiques. Tout comme la Lune attire les océans de la Terre, la galaxie de la Voie lactée elle-même exerce une douce attraction sur tout ce qui se trouve dans le système solaire. C'est une force très lente, mais stable. Si tu es assez loin, comme Orphée, même cette douce attraction peut tordre ton orbite sur des millions d'années. Une autre explication possible est une étoile qui serait passée près de notre système dans le passé. Quand le Soleil était encore jeune et entouré d'étoiles naissantes, l'une d'elles aurait pu s'approcher suffisamment pour donner une poussée gravitationnelle à certains objets extérieurs. Un tel passage rapproché aurait facilement pu projeter un objet glacé sur une orbite allongée et inclinée. C'est pourquoi ces orbites étranges pourraient être expliquées sans aucun besoin d'une 9e planète. Mais, et si le problème n'était pas dans la théorie? Et si le problème était de notre point de vue? Car il existe une théorie complètement différente, proposée par l'astronome de Hong Kong Man Ho-chan. Selon cette théorie, nous cherchons la mauvaise chose. Peut-être que nous ne devrions pas chercher la 9e planète elle-même, mais ses lunes. Cette idée est assez logique, car dans les régions extérieures du système solaire, les lunes sont très courantes. Presque toutes les planètes, à l'exception de Mercure et Vénus, ont au moins une lune. Même les planètes naines comme Pluton ont des lunes. Selon les calculs de Chan, un objet de la masse de la 9e planète aurait dû capturer au moins 20 TNO comme lune, avec des diamètres allant jusqu'à 140 km. Alors, est-il plus facile de trouver ces lunes que de trouver la planète? La réponse se cache dans un phénomène appelé le chauffage par effet de marée. Cela se produit lorsque deux corps célestes sont proches l'un de l'autre. La gravité les attire mutuellement et les déforme légèrement en une forme de ballon de football. À mesure que ces corps se déplacent l'un autour de l'autre, leur forme change constamment, créant des frottements internes qui produisent de la chaleur. C'est comme si la planète faisait de l'exercice en elle-même. C'est pourquoi, si la 9e planète a des lunes, cette traction gravitationnelle constante générera de la chaleur à l'intérieur de la planète. Cette chaleur, même si la planète elle-même n'émet aucune lumière, crée une signature thermique détectable par les télescopes infrarouges. Ainsi, nous pourrions chercher non pas la planète elle-même, mais la chaleur créée par ses lunes. Le monde scientifique s'est donc retrouvé à la croisée des chemins. Qu'avions-nous? D'un côté, un groupe de petits corps glacés dont les orbites semblaient s'aligner par un géant invisible. C'était la base de la théorie de la 9e planète. De l'autre, une planète naine trouble-faite nommée Orphée, dont l'orbite ne correspondait à aucun modèle, défiant cette théorie. Comme si cela ne suffisait pas, nous avions aussi des théories alternatives comme les marées galactiques et les étoiles passantes pour expliquer ces orbites étranges. Et pour couronner le tout, une toute nouvelle idée a émergé, suggérant que nous regardions peut-être au mauvais endroit, la mauvaise chose depuis le début, et que nous devrions chercher la chaleur créée par les lunes. Théorie contre théorie, hypothèse et prédiction. Toutes se battaient les unes contre les autres. Mais il était temps de passer au-delà des théories. La question n'était plus « que pourrait-il y avoir ?» mais « qu'y a-t-il » Alors que nous ont vraiment montré les télescopes, ce seul petit point trouvé dans les données infrarouges. Laquelle de ces théories soutenait-il? Et plus important encore, lorsqu'on s'est mis à la poursuite de ce point, qu'ont trouvé les astronomes, car les vraies découvertes commencent là où les théories s'arrêtent. Et là où les théories s'arrêtent,
les données brutes commencent à parler. Mais, quand les télescopes ont parlé, nous avons compris. Nous avons compris que les règles du système solaire et même les règles de l'univers pourraient devoir être réécrites, car les découvertes étaient choquantes. Voici ces découvertes, les vérités qui vont vous déranger. Le premier choc s'appelle TOI 5205 BP. Cette planète ne devrait pas exister, mais elle était là, une briseuse de règles, une anomalie. Les astronomes ont regardé une petite étoile faible à environ 280 années-lumière de nous. C'était une naine rouge. Les plus communes, les plus petites et les plus froides des étoiles. Cette étoile particulière n'était que 4 fois plus grande que Jupiter et environ 2 fois plus froide que notre Soleil. Sa couleur rouge criait sa faible énergie. Mais, ensuite, ils ont vu quelque chose en orbite autour d'elle. Quelque chose de gigantesque. TOI 5205b était un géant gazeux, un monstre de la taille de Jupiter. Cela semblait physiquement impossible, car selon les théories actuelles de la formation planétaire, les disques autour des naines rouges ne devraient pas contenir suffisamment de matière pour former une planète gazeuse aussi massive. C'était comme trouver un petit pois en orbite autour d'un citron, au lieu d'un petit pois en orbite autour d'un ballon de basket. Mais les proportions étaient encore pires. TOI 5205b était si grand à côté de son étoile haute que cela a bouleversé tous les modèles. Comment cette planète s'est-elle formée? Comment ce corps massif a-t-il été construit avec les miettes restantes de cette minuscule étoile? Les scientifiques n'avaient pas de réponse, seulement leur stupéfaction. Cette découverte a montré que les planètes peuvent atteindre des tailles gigantesques, non seulement autour de grandes étoiles brillantes, mais aussi dans les endroits les plus inattendus. C'est pourquoi il est devenu clair que le livre de recettes de l'univers pour faire des planètes était incomplet. Mais ce n'était que le début, car ensuite, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus étrange, une planète guimauve. Oui, vous avez bien entendu, une guimauve. Son nom est TOI-3757b. Ce géant gazeux, en orbite autour d'une autre naine rouge à environ 591 années-lumière, a une densité incroyablement faible. Il est si bouffi et si léger que les scientifiques l'ont surnommé la planète guimauve. Pourtant, ce n'est pas ce qui le rend le plus étrange. Cette planète est incroyablement proche de son étoile. Elle complète une orbite en seulement 3,5 jours terrestres. Cela signifie que sa distance à son étoile n'est que de 5,6 millions de kilomètres. À titre de comparaison, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est à 58 millions de kilomètres de notre étoile. Donc cette planète guimauve vit pratiquement sur son étoile. Cette situation la rend encore plus impossible. Car sur une orbite aussi proche, le rayonnement intense et la gravité de l'étoile auraient dû arracher l'atmosphère d'une planète aussi peu dense il y a longtemps. La planète aurait dû griller, voire être détruite. Mais elle est là, conservant sa structure bouffie, défiant presque la physique en continuant à tourner autour de son étoile. Cette découverte a remis en question tout ce que nous savions sur la proximité à laquelle les planètes peuvent s'approcher de leurs étoiles et comment elles peuvent survivre dans ces conditions extrêmes. C'est pourquoi notre compréhension de la résilience et de l'étrangeté des planètes a été une fois de plus ébranlée. Et puis, cette fine ligne entre planète et étoile est devenue complètement floue. Voici TIRBANC 8998761b. Est-ce une planète ou une étoile? Personne n'en est sûr, car cet objet a une masse 14 fois supérieure à celle de Jupiter. Sa taille est 3 fois celle de Jupiter. Ces chiffres le sortent du royaume des planètes et le placent dans la catégorie des étoiles ratées ou des naines brunes. Car théoriquement, un objet de cette masse devrait avoir une pression suffisante pour déclencher la fusion nucléaire en son sein. Mais il ne l'a pas fait. Trop grand pour être une planète, trop insuffisant pour être une étoile, l'enfant du milieu de l'univers. Et il est aussi très jeune, seulement 17 millions d'années. Comparé aux 4,5 milliards d'années de notre Soleil, c'est encore un bébé. Pourtant, ce bébé est incroyablement chaud. Sa température de surface est de 1420 degrés Celsius. C'est une chaleur qui fait fondre la lave. L'existence de cet objet a soulevé la question la plus fondamentale de la formation planétaire. Jusqu'où une planète peut-elle grandir?
Où se trouve la frontière exacte entre une planète et une étoile? T, YRC 8998760 1b a prouvé que cette frontière n'existe pas, qu'il y a une immense zone grise entre les deux. C'est pourquoi nous avons même dû repenser nos définitions de ce qui fait d'un objet une planète. Toutes ces découvertes étaient vertigineuses. Une planète géante en orbite autour d'une étoile naine, une guimauve vivant presque collée à une étoile, et une étoile ratée trop grande pour être une planète, trop petite pour être une étoile. Étaient-ce des erreurs isolées, ou l'univers nous envoyait-il un message? Peut-être que les règles n'étaient pas aussi strictes que nous le pensions. Mais ces découvertes n'étaient aucun début à côté du véritable mystère, car ce seul point trouvé lors de la chasse à la 9e planète indiquait une vérité encore plus étrange que ces planètes impossibles, une anomalie. Lorsque les astronomes ont pointé les télescopes terrestres vers cette région pour trouver ce point, ce qu'ils ont vu ne ressemblait à rien de ce qu'ils attendaient, car ce point ne faisait pas que bouger. Il produisait aussi sa propre lumière, et une lumière très étrange. C'est quelque chose que le télescope spatial James Webb a trouvé. Pas une planète, un hybride étoile-planète, et il y avait des nuages de sable dessus. Oui, du sable que vous connaissez. Des particules de silicate. Ce monde étrange nommé VHS 1256b était en fait une naine brune. Mais son atmosphère ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant. Ce monde étrange est une découverte en soi. Il est environ 20 fois plus grand que Jupiter. Il orbite autour de 2 étoiles naines rouges, et une orbite complète dure 17 000 ans. Mais le vrai choc a été ce que le télescope James Webb a vu en regardant son atmosphère. Le télescope a détecté de l'eau, du méthane, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais surtout, il a trouvé des nuages composés de particules de silicate. Cela signifiait un monde où des tempêtes de sable soufflent dans le ciel. Ces particules de silicate, c'est-à-dire des grains de sable, étaient plus petites qu'un micron, comme les particules dans le smog. Pourtant, l'atmosphère de cette planète ne s'arrêtait jamais. Elle subissait des changements extrêmes constants. Le jour, la température montait jusqu'à 800 degrés Celsius, vaporisant les nuages de sable. La nuit, cette vapeur se recondensait en grains de sable. Donc sur ce monde, chaque jour, il pleuvait du sable du ciel. Les scientifiques théorisent depuis des années que de telles planètes pourraient exister. Mais c'était plus qu'une preuve. C'était un cauchemar ou un film de science-fiction devenu réalité. Car cette découverte a montré qu'il n'y a pas d'atmosphère normale dans l'univers, que les planètes peuvent avoir des mélanges chimiques qui défient les limites de notre imagination. Mais les étrangetés de l'univers ne se sont pas arrêtées là, car ensuite ils ont trouvé une planète qui avale la lumière, WASP-12b. Ce n'est pas une planète, c'est pratiquement un trou noir. Ce géant, 2 fois plus grand que Jupiter, absorbe 94% de la lumière de son étoile. Il ne la réfléchit pas. C'est pourquoi c'est l'un des mondes les plus sombres connus, plus noir que l'asphalte. Cette situation provoque une augmentation incroyable de la température sur la face diurne de la planète, 2500 degrés Celsius. C'est même plus que la température de surface de certaines étoiles. La face nocturne de la planète est à seulement 1200 degrés Celsius. Cette énorme différence de température entraîne également une étrangeté dans la forme de la planète. Elle est si proche de son étoile et tourne si vite que les forces de marée l'ont étirée, non pas comme une balle, mais comme un œuf. Et comme si cet enfer ne suffisait pas, WASP-12b est en train de mourir lentement. La gravité de son étoile attire constamment de la matière de son atmosphère surchauffée. La planète a formé un tourbillon de matière s'écoulant vers son étoile. Elle est littéralement dévorée par une étoile. Cette découverte a montré à quel point une planète peut être sombre et à quel point son interaction avec une étoile peut atteindre des dimensions sauvages. Car WASP-12b n'était pas un laboratoire nous montrant comment une planète naît, mais comment elle meurt en direct. Et nous avons gardé le plus étrange, le plus inconcevable pour la fin, car ce n'est même pas une planète, c'est un instant vécu dans les profondeurs de l'espace, une anomalie, une explosion. Le 8 avril 2024, un télescope spatial à rayons X appelé Einstein Probe a détecté un signal qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant.
une explosion plus brillante que des milliards de soleils. Mais ce n'était ni une supernova, ni une éruption de rayons gamma, car il ne correspondait à aucun modèle connu. L'explosion a brillé en rayons X mou pendant 10 secondes, puis elle est restée à une lueur constante pendant environ 4 jours, et elle s'est rapidement estompée en un jour. Cette durée était beaucoup plus longue que les éruptions de rayons gamma typiques. Mais elle n'était pas assez longue pour correspondre à d'autres catégories connues. Sa luminosité en rayons X était également étrange, trop brillante pour certains types de phénomènes, mais pas assez pour d'autres. Pourtant, le vrai mystère est apparu lorsque le Very Large Array a regardé la source 11 jours, 158 jours et 258 jours après l'explosion. Aucune émission radio n'a été détectée. Normalement, un événement aussi brillant et aussi long en rayons X aurait dû avoir une contrepartie radio brillante. Mais il n'y en avait pas. Il y avait le silence. C'était comme rencontrer un fantôme. Vous aviez vu son énergie, mais il n'était pas là. Ces découvertes ont une fois de plus montré à quel point l'univers est étrange, diversifié et inconnu. Un monde avec des nuages de sable, une planète infernale qui avale la lumière, et une explosion cosmique incompréhensible. Il nous rappelle que ce que nous savons sur le fonctionnement des planètes et des étoiles n'est que la partie visible de l'iceberg. Nos modèles sont incomplets, nos théories sont insuffisantes. Mais les astronomes n'ont pas peur de cette incertitude, car chaque nouvelle anomalie ouvre une nouvelle porte pour comprendre l'univers. Mais qu'y a-t-il derrière ces portes? Comment toutes ces planètes et événements impossibles sont-ils possibles? Comment fonctionnent les méthodes utilisées pour les détecter? Ces télescopes incroyablement sensibles, ces analyses de données complexes, car derrière ces découvertes choquantes, il y a une technologie et une science au moins aussi impressionnantes. Et maintenant, il est temps de plonger au cœur de cette technologie. Ces télescopes, comment capturent-ils ces lumières fantomatiques? Ces données, comment déchiffrent-elles ces grains de sable? Cette obscurité, ce silence. Mais, ces télescopes, comment capturent-ils ces lumières fantomatiques? Ces données, comment déchiffrent-elles ces grains de sable? Cette obscurité, ce silence. Car derrière ces découvertes choquantes, il y a une technologie et une science au moins aussi impressionnantes. Maintenant, ralentissons. Entrons dans les détails. Regardons les mécanismes derrière ces incroyables découvertes, ces héros silencieux. Car pour comprendre l'univers, nous devons d'abord comprendre comment nous l'écoutons. Tout commence par un jeu d'ombres chinoise. On appelle cela la méthode de détection par transit. C'est la méthode la plus courante et la plus simple pour trouver des exoplanètes. Mais ne te laisse pas tromper par sa simplicité. La logique est similaire à celle de remarquer l'ombre de quelqu'un passant devant un écran de cinéma. L'écran, c'est-à-dire l'étoile, émet constamment une lumière stable. Si une planète passe devant cette étoile de notre point de vue, elle bloque une partie de la lumière de l'étoile. Cela provoque une minuscule, mais régulière, diminution de la luminosité de l'étoile. C'est exactement ce que font les télescopes spatiaux comme TSC. Ils regardent des centaines de milliers d'étoiles dans une partie spécifique du ciel en même temps et mesurent leur luminosité en continu. S'ils remarquent une baisse de luminosité récurrente à intervalles réguliers pour une étoile, cela indique la présence d'une planète. L'ampleur de cette baisse indique la taille de la planète. Plus la baisse est importante, plus la planète est grande. La fréquence des baisses indique la période orbitale de la planète, c'est-à-dire la durée de son année. Par exemple, une orbite de TOI 3757b ne dure que 3,5 jours. C'est pourquoi les télescopes ont vu un assombrissement récurrent tous les 3,5 jours dans la luminosité de son étoile. Cette méthode est très efficace pour trouver des planètes grandes et proches de leurs étoiles, car ces planètes créent une plus grande ombre et transitent plus souvent. C'est pourquoi nous avons pu découvrir des mondes étranges comme la planète Guimauve, grâce à cette technique simple mais puissante de chasse aux ombres. Mais toutes les planètes ne sont pas aussi généreuses, et si une planète ne passe jamais devant son étoile, ou si elle est si loin que son ombre est trop petite pour être remarquée, c'est là qu'une deuxième méthode ingénieuse entre en jeu, la méthode de la vitesse radiale ou la méthode de l'oscillation stellaire. Pour comprendre cette méthode, imagine deux personnes se tenant la main et tournant. Si l'une est beaucoup plus lourde que l'autre, la personne lourde reste presque sur place, tandis que la légère tourne autour d'elle. Mais, si tu regardes attentivement,
tu verras que la personne lourde commence aussi à osciller légèrement. C'est la même chose pour les étoiles et les planètes. Lorsqu'une planète orbite autour d'une étoile, ce n'est pas seulement la planète qui bouge. La gravité de la planète attire aussi légèrement l'étoile vers elle. Cela provoque l'oscillation de l'étoile sur une minuscule orbite. Nous ne pouvons pas voir cette oscillation directement. Mais nous pouvons la mesurer grâce à l'effet Doppler. Tout comme le son de la sirène d'une ambulance devient plus aigu en s'approchant de nous et plus grave en s'éloignant. La lumière d'une étoile se décale vers le bleu lorsqu'elle se déplace vers nous pendant son oscillation et vers le rouge en s'éloignant. Ces changements de couleur sont incroyablement petits. Pourtant, des spectrographes extrêmement sensibles peuvent détecter ces minuscules décalages. L'ampleur et la vitesse de cette oscillation nous donnent des informations sur la masse et l'orbite de la planète invisible. Cette méthode nous permet de trouver les planètes que la méthode du transit ne peut pas voir. C'est pourquoi nous recourons à cette technique lorsque nous voulons mesurer non seulement la taille d'une planète, mais aussi sa masse. Car pour comprendre la densité d'une planète, si elle est comme une guimauve ou comme un rocher, nous avons besoin à la fois de sa taille, méthode du transit, et de sa masse, méthode de la vitesse radiale. Et si la planète est très, très loin? Et si sa masse est trop petite pour faire osciller son étoile de manière perceptible? Que faisons-nous dans ce cas? C'est ici que la troisième et la plus difficile méthode entre en jeu, l'imagerie directe. Comme son nom l'indique, il s'agit de prendre une photo d'une exoplanète. Mais c'est comme essayer de photographier une luciole à côté d'un phare de voiture, à des kilomètres de distance, car l'étoile est des milliards de fois plus brillante que sa planète. Cela signifie que la lumière aveuglante de l'étoile engloutit complètement la faible lumière de la planète. Pour résoudre ce problème, les astronomes utilisent un instrument spécial appelé coronographe. C'est un petit disque placé à l'intérieur du télescope et conçu pour bloquer précisément la lumière de l'étoile. Tout comme la Lune couvre le Soleil lors d'une éclipse solaire, le coronographe couvre l'étoile et permet de rendre visibles les objets beaucoup plus faibles qui l'entourent, c'est-à-dire les planètes. Des planètes massives et chaudes comme Teikr, Jingse 8, 998, 7, 6, 0, 1b ont été découvertes avec cette méthode. Car comme ces planètes sont jeunes, elles émettent encore la chaleur de leur formation, ce qui les rend plus brillantes en lumière infrarouge. L'imagerie directe nous montre non seulement l'existence de la planète, mais elle nous permet aussi d'obtenir des informations directes sur la composition chimique de son atmosphère en analysant la lumière de l'étoile qui la traverse. C'est la méthode la plus difficile, mais aussi celle qui fournit le plus d'informations. Car avec cette méthode, c'est comme si nous pointions une lampe de poche sur cette planète. Nous avons chassé les ombres avec la méthode du transit. Nous avons écouté l'oscillation des étoiles avec la méthode de la vitesse radiale. Avec l'imagerie directe, nous avons photographié des moments qui semblaient impossibles. Ces trois méthodes sont les piliers de la chasse aux exoplanètes. Chacune est conçue pour trouver différents types de planètes et répondre à différentes questions. Nous apprenons la taille, la masse, la densité, l'orbite et même la composition de l'atmosphère d'une planète en utilisant une combinaison de ces méthodes. Mais même ces méthodes pourraient ne pas être suffisantes pour trouver un objet comme la 9e planète, ça cachée dans les coins sombres, froids et lointains du système solaire, car elle ne passe pas devant son étoile et elle ne fait pas osciller le Soleil de manière perceptible. Prendre sa photo est presque impossible. Alors, comment prouver son existence? C'est là que des méthodes plus ésotériques, plus inhabituelles de l'arsenal des astronomes entrent en jeu. Des méthodes où nous utilisons le temps et l'espace eux-mêmes comme un télescope. Des méthodes qui auraient stupéfié même Einstein. Car pour trouver la 9e planète, nous devons regarder non seulement la lumière, mais la gravité elle-même. Car pour trouver la 9e planète, nous devons regarder non seulement la lumière, mais la gravité elle-même. C'est pourquoi les astronomes se sont tournés vers une boîte à outils complètement différente. La première de ces méthodes est cette idée brillante que nous avons mentionnée plus tôt. Comparer d'anciennes données. C'est comme remonter le temps avec une machine à remonter le temps pour détecter de petits changements sur la scène du crime. Au cœur de cette méthode se trouve la superposition de cartes du ciel prises à des moments différents, avec des télescopes différents, exactement comme l'a fait l'équipe de l'Université nationale Tsinghua. Ils ont utilisé les données du satellite IRAS, lancé en 1983, et celles du satellite japonais Akari, qui a fonctionné entre 2006 et 2011.
il y avait une différence de 23 ans. C'est une période suffisamment longue pour qu'un objet se déplaçant lentement à l'extérieur du système solaire trahisse sa position. Pour utiliser une métaphore, imaginez que vous cherchez une tortue très lente dans une forêt. Si vous regardez 2 photos du même endroit de la forêt prises post 23 ans d'intervalle, la probabilité que la tortue soit exactement au même endroit sur les 2 photos est très faible. Elle aura forcément bougé un peu. C'est exactement ce que ces chercheurs ont fait. Parmi des millions d'étoiles et de galaxies, ils ont cherché cette seule tortue qui existait sur les images d'IRAS, mais qui s'était légèrement déplacée sur les images d'Akari. C'était un travail de fouille de données incroyable, car il pouvait y avoir des millions de faux positifs. Mais, pour minimiser cet effet, ils ont éliminé l'effet de parallaxe, c'est-à-dire qu'ils ont comparé des images prises le même jour de chaque année. De cette façon, ils ont éliminé les faux déplacements causés par le mouvement de la Terre sur son orbite. Cette méthode a montré à quel point il peut être puissant d'utiliser intelligemment les riches données d'archives dont nous disposons, au lieu de construire de nouveaux télescopes coûteux, car parfois, les plus grandes découvertes ne se font pas en regardant un nouvel endroit, mais en regardant un ancien endroit avec un œil neuf. C'est pourquoi cette technique de machine à remonter le temps a provoqué une révolution dans la chasse à la 9e planète. Mais, et si ce que nous cherchons n'est pas une planète, mais un trou noir? Cette idée semble très folle au premier abord. Pourtant, certains astronomes pensent que la 9e planète pourrait en fait être un trou noir primordial de la masse d'une planète. Ces trous noirs primordiaux sont différents des trous noirs normaux, formés par l'effondrement des étoiles. On pense qu'ils se sont formés juste après la naissance de l'univers, dans des régions extrêmement denses, laissées par le Big Bang. Ils peuvent être très petits, certains de la taille d'un atome, d'autres de la masse d'une montagne. Si la 9e planète est un tel trou noir, il est impossible de la voir directement avec des télescopes, car elle n'émet aucune lumière. Mais, il pourrait y avoir une autre façon de la trouver, les événements de perturbation par effet de marée. Cela se produit lorsqu'une étoile ou un autre corps céleste s'approche trop près d'un trou noir. L'immense gravité du trou noir étire et déchire l'objet comme un spaghetti. Pendant cette fragmentation, les débris de l'objet forment un disque autour du trou noir, et ce disque provoque des explosions incroyablement brillantes en rayons X et autres types de radiation. Les télescopes à rayons X comme Einstein Probe ont été conçus précisément pour détecter ce genre d'événements. Cette étrange explosion qu'ils ont détectée le 8 avril 2024 pourrait être un événement de perturbation par effet de marée où une naine blanche a été déchirée par un trou noir de taille moyenne. Si la 9e planète est vraiment un trou noir, elle pourrait créer une explosion similaire en avalant l'une des innombrables comètes du nuage de Oort. Ce serait un moyen rare mais sûr de la détecter. C'est pourquoi les scientifiques surveillent attentivement ces éclats de rayons X soudains et inexpliqués provenant des confins du système solaire, car la prochaine explosion pourrait révéler que la 9e planète n'est pas une planète, mais une entité beaucoup plus sombre. Revenons maintenant au début, à ces orbites étranges où tout a commencé. Vous vous souvenez que les orbites d'un groupe de TNO étaient alignées comme si elles étaient guidées par un berger invisible. Les simulations informatiques complexes réalisées pour expliquer cet alignement sont le pilier le plus solide de la théorie de la 9e planète. Ces simulations sont comme des laboratoires d'univers numérique. Les scientifiques placent le Soleil, les 8 planètes et des milliers de TNO de la ceinture de Kuiper dans ces laboratoires virtuels. Ensuite, ils ajoutent une 9e planète hypothétique avec différentes masses et différentes orbites. Et ils avancent le temps de millions, voire de milliards d'années. Leur objectif est de trouver quel scénario de 9e planète recrée le mieux le regroupement de TNO que nous observons aujourd'hui. Cela signifie essayer des milliers de scénarios différents. Ils varient la masse de la planète de 5 masses terrestres à 15 masses terrestres. Ils ajustent la distance de son orbite au Soleil de 200 unités astronomiques à 1200 unités astronomiques. Ils changent l'inclinaison et la forme de son orbite. Le résultat de ces simulations a été le fameux scénario proposé par les chercheurs de Caltech en 2016, une planète d'environ 10 masses terrestres, orbitant sur une orbite très elliptique et inclinée. Ces simulations ne sont pas une preuve directe. Mais elles sont comme une carte, elles nous disent où regarder, quoi chercher. Car si une simulation peut si bien imiter la réalité,
Cela montre que l'hypothèse de base de cette simulation, c'est-à-dire l'existence de la 9e planète, a une forte probabilité d'être correcte. Nous avons regardé dans le passé avec une machine à remonter le temps. Nous avons écouté les explosions mortelles des trous noirs et nous avons exécuté des simulations de milliards d'années dans des univers numériques. Tout cela est la preuve de jusqu'où l'intelligence humaine et la technologie peuvent aller pour résoudre les secrets les plus profonds de l'univers. Chaque méthode nous donne une pièce différente du puzzle. Et lorsque ces pièces commencent à s'assembler, l'image qui en résulte devient de plus en plus claire. Nous n'avons plus seulement une théorie, nous avons une série d'indices obtenus avec différents télescopes, à des moments différents, avec des méthodes différentes, qui pointent tous dans la même direction. Mais, ce qui est vraiment excitant, c'est que cette histoire n'est pas encore terminée. Car en ce moment, dans les montagnes arides du Chili, un nouvel œil se prépare à regarder l'univers, un œil plus puissant, plus perçant que tous les précédents. Un œil qui vient pour dissiper les dernières ombres où la 9e planète pourrait se cacher. Et quand cet œil s'ouvrira, nous atteindrons le point culminant de la quête, car ce ne seront plus les théories qui parleront, mais les données. Et quand ces données arriveront, la carte de notre système solaire changera, peut-être pour toujours, car le point culminant approche, et ce qui nous attend à ce sommet, à tout moment. Mais, ce qui est vraiment excitant, c'est que cette histoire n'est pas encore terminée, car en ce moment, dans les montagnes arides du Chili, un nouvel œil se prépare à regarder l'univers, un œil plus puissant, plus perçant que tous les précédents. Un œil qui vient pour dissiper les dernières ombres où la 9e planète pourrait se cacher. Et quand cet œil s'ouvrira, nous atteindrons le point culminant de la quête, car ce ne seront plus les théories qui parleront, mais les données. Et quand ces données arriveront, la carte de notre système solaire changera, peut-être pour toujours, car le point culminant approche. Et maintenant, nous grimpons vers ce sommet, à vitesse maximale, avec une excitation maximale, car le vrai miracle arrive maintenant. Maintenant, la plus grande, la plus incroyable des découvertes commence. Le premier tremblement de terre, une planète naine. Son nom est Sedna, découverte en 2004. Mais ce n'était pas une planète naine ordinaire, c'était un présage. Son orbite ne devrait pas exister. Son point le plus proche du Soleil, son périhélie, était à 76 unités astronomiques. C'était bien au-delà de l'orbite de Neptune. Aucune gravité de planète connue n'aurait pu la pousser sur cette orbite étrange et allongée. L'influence de Neptune était presque nulle à cette distance. Sedna était une exilée solitaire, coupée du reste du système solaire. Alors, qu'est-ce qui l'avait poussée là-bas ? Cette question était restée sans réponse pendant plus d'une décennie. Certains scientifiques pensaient qu'une étoile passée près du système solaire, il y a des milliards d'années, l'avait projetée sur cette orbite. D'autres soutenaient que le Soleil était né dans un amas d'étoiles et que l'interaction des autres étoiles avait mis Sedna dans cet état. Mais ce n'était ainsi que de faibles théories, car Sedna n'était pas seule, c'était le vrai choc. C'est pourquoi les scientifiques ont continué à regarder plus profondément. Le soupçon est né que l'orbite de Sedna n'était pas une anomalie, mais le premier signe d'un ordre, car l'univers crée rarement une seule anomalie. Il y a généralement un motif, et ce motif allait tout changer. Sedna a été le premier coup de feu qui a lancé la chasse à la 9e planète. Mais Sam, personne n'aurait pu deviner l'ampleur de la guerre que ce coup de feu allait déclencher. C'était le début de la plus grande chasse à la planète de l'histoire. Et puis la deuxième vague est arrivée, plus forte, plus secouante. C'était en 2014. Un autre objet étrange comme Sedna a été découvert. Son orbite ressemblait incroyablement à celle de Sedna. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Deux objets. Tous deux incroyablement loin du Soleil. Tous deux avec des orbites inclinées et allongées de manière similaire. C'était statistiquement possible. C'est à ce moment-là que Mike Brown et Konstantin Batygin de Caltech sont entrés en scène. Ils ont rassemblé les orbites de ces deux objets et de quelques autres TNIO extrêmes connus. Et ils ont remarqué un motif choquant. Tous ces objets étaient regroupés dans la même direction à leurs points les plus éloignés de l'orbite, aphélie. Et leurs orbites étaient également inclinées sur le même plan, comme une poignée de billes sur un plateau, toutes orientées dans la même direction. Il devait y avoir une force invisible qui maintenait ces billes ensemble. Brown et Batygin ont exécuté des centaines de simulations informatiques pour calculer ce que pourrait être cette force, et ils ont trouvé une seule réponse,
une seule explication plausible, une planète géante cachée aux confins du système solaire. Sa masse environ 5 à 10 fois celle de la Terre. Son orbite, une orbite immense et anti-alignée, s'étendant dans la direction opposée à celle de ses petits corps. Cette planète, comme un bâton gravitationnel géant, guidait lentement ses petits corps, façonnant leurs orbites sur des millions d'années. Ce fut le moment de la naissance officielle de l'hypothèse de la 9e planète. Leur article, publié en janvier 2016, a eu l'effet d'une bombe dans le monde de l'astronomie. La chasse était ouverte. Mais ce n'était qu'une chasse théorique. Personne n'avait encore rien vu. Puis le 3e choc est venu, de l'endroit le plus inattendu, des profondeurs de l'histoire. L'équipe de l'Université nationale Tsinghua a commencé à scanner les données infrarouges collectées par les satellites IRAS et Akari à 23 ans d'intervalle. C'était chercher une aiguille dans une botte de foin. Des millions de sources lumineuses, des millions de cibles potentielles, mais ils cherchaient cette seule aiguille, ce seul point en mouvement, et ils l'ont trouvé. 13 candidats différents, 13 neuvièmes planètes potentielles. Pourtant, l'une était différente des autres. Une avait passé tous les tests. Ce n'était pas la parallaxe, ce n'était pas un résidu de galaxie. Elle était là sur les images d'IRAS, et elle avait légèrement bougé sur les images d'Akari, un objet froid se déplaçant lentement, exactement comme les simulations l'avaient prédit. C'était la première preuve physique de la théorie, le premier indice concret. Ce n'était plus un fantôme, il y avait des empreintes infrarouges. Leur première estimation de masse basée sur la luminosité de cet objet a choqué tout le monde. Elle pouvait avoir une masse de 7 à 17 fois celle de la Terre. C'était plus grand que Neptune. Cela rendait la théorie encore plus complexe, mais aussi plus excitante, car cela signifiait qu'il pourrait y avoir un 3e géant de glace dans notre système solaire, rivalisant avec Uranus et Neptune que nous ne connaissions pas. Cette découverte a incroyablement rétréci le champ de recherche. Il n'allait plus chercher dans tout le ciel, mais dans cette seule petite région, le dernier endroit où le fantôme avait été vu. Et maintenant, le point culminant, le plus grand moment, la partie la plus épique de l'histoire, tous ces indices, toutes ces théories, toutes ces recherches convergeaient vers un seul moment, l'observatoire Vera C. Rubin. Construit au sommet du Cerro Pachón au Chili, ce télescope révolutionnaire marquera un tournant dans l'histoire de l'astronomie. Il possède un miroir géant de 8,4 mètres et la plus grande caméra numérique jamais construite. 3,2 gigapixels. Cette caméra est si puissante qu'elle peut voir une balle de golf à des centaines de kilomètres. Mais ce n'est pas sa mission principale. Sa mission est de cartographier tout le ciel austral visible toutes les quelques nuits, pendant 10 ans. Ce sera la plus grande enquête astronomique de l'histoire, connue sous le nom de Legacy Survey of Space and Time, LSST. L'observatoire Rubin cataloguera des milliards d'étoiles et de galaxies. Pourtant, son objectif principal est de trouver tout ce qui bouge, tout ce qui change. Astéroïdes, comètes, et oui, la 9e planète. Les enquêtes précédentes ne pouvaient scanner que de petites parties du ciel, ou ne pouvaient regarder qu'à des moments précis. Mais le LSCST verra tout le temps. Si la 9e planète est là, l'observatoire Rubin la trouvera. Aucune échappatoire, plus aucun endroit où se cacher. Ce candidat trouvé avec les données infrarouges sera l'une des premières cibles de Rubin. Le télescope se verrouillera sur cette région et capturera le moindre mouvement, la plus faible lumière. Ce n'est pas seulement une recherche, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre une technologie de plusieurs milliards de dollars et l'un des plus grands secrets de l'univers. Et quand ce rendez-vous aura lieu, vous pourriez recevoir une notification sur votre téléphone. Une nouvelle planète a été trouvée dans le système solaire. Ce sera l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Le cri solitaire de Sedna, le motif choquant de Brown et Batygine, ce point fantomatique dans les données infrarouges. Et maintenant, l'œil géant de l'observatoire Vera C. Rubin sur le point de s'ouvrir. Les pièces s'assemblent. L'histoire atteint son paroxysme. Des années de débats théoriques sont sur le point de laisser la place à des preuves concrètes et visibles. Il ne s'agit pas seulement de trouver une planète. Il s'agit de comprendre quel grand secret nous avons manqué dans notre propre jardin. Il s'agit d'accepter à quel point l'univers est surprenant, à quel point il est imprévisible. Mais quelle est la signification de cette découverte pour nous, pour la vie sur Terre?
S'il y a vraiment un géant là-bas, encore plus grand que Neptune, comment cela affecte-t-il notre passé, notre présent et notre avenir? Car ce ne sera pas seulement une découverte astronomique, ce sera un tremblement de terre philosophique. Et lorsque les secousses de ce tremblement de terre nous atteindront tous, notre regard sur l'univers ne sera plus « jamais ». Et lorsque les secousses de ce tremblement de terre nous atteindront tous, notre regard sur l'univers ne sera plus jamais le même, car la signification de cette découverte n'est pas seulement astronomique, elle a une signification existentielle. C'est une découverte qui détruit nos hypothèses les plus fondamentales sur la structure du système solaire. Car si la 9e planète est là, cela signifie que nous devons réécrire toute l'histoire de la formation du système solaire. Car aucun modèle actuel n'explique comment cette planète géante est arrivée à sa position actuelle. Est-ce un orphelin du système? A-t-elle été volée à une autre étoile? Ou a-t-elle été exilée par le Soleil lui-même? Les réponses à ces questions nous permettront de comprendre non seulement notre système, mais aussi la formation des milliards d'autres systèmes stellaires dans l'univers. Et puis, nous avons fait face à une autre réalité impossible. Orphée, 2017 OF 201. Cette planète naine trouble faite. Sa découverte a été le plus grand coup porté à la théorie de la 9e planète, car il était en dehors du motif. Il ne suivait pas le troupeau, et cela a tout rendu encore plus complexe. L'orbite d'Orphée était l'une des plus longues de l'histoire. Une orbite complète durait au moins 25 000 ans. C'est plus long que toute l'histoire de l'humanité. Le point le plus éloigné de son orbite atteignait 1600 unités astronomiques. C'est plus de 40 fois la distance de l'orbite de Pluton. Ce qui le rendait vraiment impossible, c'est qu'il ne correspondait à aucune des orbites groupées qui indiquaient l'existence de la 9e planète. Si la 9e planète était vraiment là et guidait les autres corps comme un berger, Orphée aurait dû être éjecté de ce système il y a des millions d'années. Les simulations montraient que l'orbite actuelle d'Orphée ne pourrait pas durer plus de 100 millions d'années en présence de la 9e planète. Mais l'orbite d'Orphée était stable, intacte. Cela a provoqué une division massive dans le monde scientifique. Un groupe a dit « Voilà la preuve, la 9e planète n'existe pas ». L'autre groupe a rétorqué « Non, cela signifie seulement que nos modèles sont incomplets ». Orphée, à lui seul, a failli détruire une théorie vieille de 10 ans, car il nous a rappelé que l'univers ne peut pas toujours être contenu dans une seule explication simple, que chaque règle peut avoir son exception. C'était l'aspect le plus excitant et le plus frustrant de la science. Chaque réponse apportait avec elle 10 nouvelles questions. Comment ces découvertes façonnent-elles nos pensées sur notre place dans l'univers? Car ce n'est pas seulement une histoire de chiffres et de théories, c'est aussi notre histoire. Et pour trouver le sens le plus profond de cette histoire, nous devons maintenant regarder au-delà des télescopes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsque les secousses de ce tremblement de terre nous atteindront tous, notre regard sur l'univers ne sera plus jamais le même. Mais, maintenant, il est temps de s'éloigner un instant de cette vitesse maximale, de ces ondes de choc. Il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Tous ces drames cosmiques, ces guerres à des milliards d'années-lumière, ces impossibilités. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous qui vivons sur ce point bleu pâle? Comment ces découvertes façonnent-elles nos pensées sur notre place dans l'univers? Car ce n'est pas seulement une histoire de chiffres et de théories. C'est aussi notre histoire, et pour trouver le sens le plus profond de cette histoire, nous devons maintenant regarder au-delà des télescopes, à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, nous faisons face à la question la plus importante. Qui sommes-nous? Quelle est notre place dans cette immensité? D'un côté, il y a une immensité incommensurable. Le diamètre de l'univers observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière. C'est une distance si grande qu'elle ne peut être exprimée en chiffres. Même la lumière met 93 milliards d'années pour aller d'un bout à l'autre. Et dans cet univers, on estime qu'il y a au moins 200 milliards de galaxies comme la nôtre. Dans chaque galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Autour de la plupart de ces étoiles tournent des planètes comme notre 9e planète, ou encore plus étranges. De l'autre côté, il y a toi, une forme de vie à base de carbone, confinée dans un corps d'environ 1,7 mètre. Sur cette scène immense de l'univers, tu es plus petit qu'un grain de sable, même plus petit qu'un atome. Le côté le plus tragique de toutes ces découvertes est celui-ci. Nous ne pourrons jamais visiter ces galaxies précoces impossibles, cette planète guimauve, ce monde avec des nuages de sable. Nous ne pourrons pas les toucher.
dans un univers de 93 milliards d'années-lumière, nous sommes piégés sur notre minuscule planète et même dans notre minuscule quartier. Même avec notre vaisseau spatial le plus rapide, il nous faudrait des dizaines de milliards d'années pour atteindre le système stellaire le plus proche, Proxima Centauri. La 9e planète elle-même, si elle est trouvée, signifierait un voyage de plusieurs générations. C'est une vérité qui brise le cœur. Nous sommes sur un minuscule radeau au milieu d'un océan infini, et nous ne pouvons qu'admirer de loin les merveilles de l'autre côté de cet océan. Mais, ce mot « mais » change tout. Mais, nous sommes les seuls êtres vivants capables d'admirer ces merveilles. Oui, nous sommes physiquement petits. Nous ne pouvons pas les atteindre. Pourtant, notre esprit peut parcourir cette distance de 93 milliards d'années-lumière en un instant. Sur ce minuscule radeau, nous possédons une conscience capable de cartographier l'ensemble de cet océan, de comprendre son fonctionnement, et même de modéliser sa naissance. Nos télescopes sont nos yeux, qui s'étendent dans l'espace. Les mathématiques seules sont notre alphabet pour parler le langage de l'univers, même si nous ne pouvons pas les atteindre physiquement. En comprenant, en sachant, nous devenons une partie de ces mondes lointains. Tu es au centre de ce paradoxe. Ton corps est peut-être enchaîné à la gravité de cette planète. Mais, ton esprit peut regarder les premiers instants du Big Bang à travers les yeux du télescope James Webb. Toi aussi, tu peux compter les molécules de méthane dans l'atmosphère d'une planète avec ses chimistes. Toi aussi, tu peux exécuter les simulations qui calculent l'orbite de la 9e planète avec ses physiciens. Voilà le plus grand miracle de l'être humain, notre potentiel d'être mentalement illimité, malgré nos limitations physiques. Et puis, nous faisons face au temps lui-même. D'un côté, il y a un univers de 13,8 milliards d'années, un temps inconcevable depuis le Big Bang. Ces premières galaxies ont brillé il y a des milliards d'années. Ces premières étoiles sont mortes il y a des milliards d'années. Notre Soleil, sur ce calendrier cosmique, est né assez tardivement, il y a seulement 4,6 milliards d'années. La Terre s'est formée peu après, et la vie existe sur cette planète depuis au moins 3,5 milliards d'années. De l'autre côté, il y a ta vie. Un bref instant de 80 ans en moyenne, une seule image de quelques secondes dans un film de 13,8 milliards d'années. Voilà la deuxième vérité tragique. Nous sommes arrivés très tard pour assister à ce spectacle universel. Nous avons manqué la naissance de ces premières étoiles. Nous avons manqué ces collisions sauvages de galaxies, leur fusion. Nous avons même manqué l'époque où les dinosaures marchèrent sur notre propre planète. Nous sommes entrés en scène vers la fin du film, à une époque où tout est un peu plus calme, un peu plus ennuyeux. Et pire encore, nous allons bientôt quitter la scène. Nos 80 ans de vie ne sont rien comparés à l'âge de l'univers. Ce qui est une vie pour nous est moins qu'un clin d'œil pour le cosmos. C'est peut-être la vérité la plus impitoyable de notre existence, notre fugacité. Mais, encore, ce mais. Mais, nous sommes les seuls êtres qui existent dans ce bref instant, et qui dans ce bref instant peuvent regarder en arrière et voir l'intégralité du film de 13,8 milliards d'années. Oui, nous sommes arrivés en retard. Pourtant, en arrivant, nous avons apporté un outil incroyable, la science. Grâce à la science, nous pouvons voyager dans le temps. Quand nous regardons dans un télescope, nous voyons le passé à cause du temps de trajet de la lumière. Quand nous regardons une galaxie à 13,8 milliards d'années-lumière, nous voyons l'univers tel qu'il était, il y a 13,8 milliards d'années. C'est littéralement une machine à remonter le temps. Toi aussi, tu es le pilote de cette machine. Tu peux faire tenir 13,8 milliards d'années d'histoire dans tes 80 brèves années de vie. Tu peux imaginer le monde des dinosaures en touchant leurs os. Tu peux entendre les ondes gravitationnelles créées par la collision de deux étoiles à neutrons il y a des milliards d'années avec un détecteur sur Terre. Tu peux être la mémoire de cet univers. Nous sommes peut-être éphémères. Dans cet instant éphémère, nous pouvons saisir l'éternité. C'est le plus grand cadeau et le plus grand défi que le temps nous offre. Ensuite, nous rencontrons cette profonde contradiction entre solitude et connexion. D'un côté, il y a une solitude cosmique. Notre planète flotte seule dans le vide froid, sombre et silencieux de l'espace. Même nos plus proches voisins sont à des millions de kilomètres. L'exoplanète la plus proche de nous, Proxima Centauri b, est à 4,2 années-lumière.
Cela signifie qu'il y a un vide de 40 trillions de kilomètres entre nous. À notre connaissance actuelle, nous sommes seuls dans l'univers. Nous n'avons pas encore trouvé de vie sur une autre planète. Nous n'avons reçu aucun signal d'une autre civilisation intelligente. Cela soulève la fameuse question connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Si l'univers est si grand et qu'il y a tant d'endroits potentiels pour la vie, pourquoi tout le monde est-il silencieux? Peut-être que nous sommes vraiment seuls. Peut-être que c'est le seul endroit dans cet immense univers où la vie consciente est apparue. C'est une pensée à la fois fière et terrifiante. Cela signifie que la responsabilité de l'univers entier repose sur nos épaules. Cela signifie que si nous échouons, l'univers perdra à jamais sa chance de se comprendre. C'est un sentiment de solitude qui écrase l'âme. Mais, encore ce mais, nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Oui, nous sommes peut-être isolés des autres systèmes stellaires. Pourtant, sur cette planète, nous sommes profondément connectés les uns aux autres. Les scientifiques qui cherchent la 9e planète viennent des 4 coins du monde. L'Américain de Caltech, le Chinois de Taïwan, l'Européen au Chili. Ils sont tous réunis pour le même but, avec la même curiosité. Le télescope James Webb n'est pas le projet d'un seul pays, mais un projet commun de la NASA, de l'ESA et de l'Agence spatiale canadienne. La science ne connaît ni langue, ni religion, ni race. C'est le langage commun de l'humanité. Notre curiosité commune est le lien le plus fort qui nous unit. Toi aussi, tu fais partie de ce lien. En regardant ce documentaire, tu partages la même curiosité qu'une autre personne vivant ailleurs dans le monde, peut-être dans une culture complètement différente. Toi aussi, tu ressens cette excitation, ce désir de découvrir que ressent le scientifique de Caltech. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre forme de vie intelligente dans l'univers. Mais, sur cette planète, il y en a 8 milliards. Et quand nous nous parlons, quand nous travaillons ensemble, quand nous partageons nos découvertes, nous pouvons vaincre cette solitude cosmique. Car la plus grande découverte ne se trouve parfois pas sur une autre étoile, mais dans un autre esprit juste à côté de nous. Grandeur et petitesse, infinité et fugacité, solitude et connexion. Ces oppositions philosophiques sont les leçons les plus profondes que l'univers nous offre. Elles définissent notre place, qui nous sommes. Chaque nouvelle découverte rend ces oppositions plus nettes, plus significatives. Mais, ce voyage intellectuel ne s'arrête pas là, car il y a un autre paradoxe que ces découvertes révèlent. Peut-être le plus important, cet équilibre délicat entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Avec chaque nouvelle réponse, nous comprenons mieux combien de choses nous ignorons. Alors, est-ce une source de désespoir ou une source d'inspiration? Car comprendre les limites de la connaissance est une sagesse en soi, autant que la connaissance elle-même. Et lorsque nous atteignons ces limites, nous arrivons en fait à l'endroit le plus excitant. Et lorsque nous atteignons ces limites, nous arrivons en fait à l'endroit le plus excitant. Car ce n'est pas une source de désespoir, bien au contraire, c'est une source d'inspiration. Comprendre les limites de la connaissance est une sagesse en soi, autant que la connaissance elle-même. C'est pourquoi, affrontons maintenant cette opposition la plus fondamentale, cette danse infinie entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, car cette danse est l'aventure humaine elle-même. D'un côté, il y a une incroyable montagne de connaissances accumulées par l'humanité au cours des derniers siècles. Des lois du mouvement de Newton à la relativité d'Einstein, de l'étrangeté de la mécanique quantique au décryptage du code de l'ADN. Nous avons développé une compréhension massive du fonctionnement fondamental de l'univers et de la vie. Nous savons maintenant que les étoiles sont des sphères de gaz géantes qui brillent par fusion nucléaire. Nous savons que les planètes se forment à partir de disques protoplanétaires autour des étoiles. Grâce au télescope James Webb, nous pouvons même dire quels gaz se trouvent dans l'atmosphère d'une planète à 13 milliards d'années-lumière. C'est un pouvoir incroyable. C'est un niveau de connaissance que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. De l'autre côté, il y a un océan d'inconnus. Chaque nouvelle réponse apporte plus de questions. En cherchant la 9e planète, nous trouvons Orphée qui remet en question son existence. En regardant l'univers primitif, nous rencontrons des galaxies géantes qui ne devraient pas être là. En essayant de comprendre comment les trous noirs se développent, nous découvrons des graines de trous noirs massives que nous ne pouvons pas expliquer avec les lois connues de la physique. Voilà la vérité tragique. Plus nous en apprenons, mieux nous comprenons à quel point nous en savons peu. À mesure que notre montagne de connaissances grandit, le littoral de notre océan d'ignorance s'élargit également. Cela semble être une quête sans fin. C'est comme le mythe de Sisyphe.
chaque fois que nous poussons le rocher au sommet de la colline, nous voyons un rocher encore plus gros dévaler la pente. Cette situation peut être décourageante, mais, encore ce mot magique, mais c'est aussi le plus bel aspect de la science, que la science n'est pas une destination mais un voyage, qu'il y a toujours un nouveau continent à découvrir, toujours un nouveau mystère à résoudre. Si nous savions tout, la vie serait si ennuyeuse, n'est-ce pas? Cet océan d'inconnu ne devrait pas nous effrayer. Au contraire, il devrait nous exciter. Car cet océan, c'est la promesse de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes, de nouvelles compréhensions. Toi aussi, tu fais partie de ce voyage. Toi aussi, chaque jour, tu marches sur cette frontière entre ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Chaque livre que tu lis, chaque documentaire que tu regardes, chaque question pourquoi que tu poses, pousse cette frontière un peu plus loin. Toi aussi, dans ton propre petit univers, tu es un explorateur. Et savoir que tu n'es pas seul dans ce voyage est peut-être la plus grande des consolations. Cette situation nous amène à une autre position, cet équilibre délicat entre la simplicité et la complexité. D'un côté, il y a une élégance et une simplicité incroyables dans les lois qui régissent l'univers. La célèbre équation d'Einstein égale mc au carré, avec seulement 5 caractères, résume cette relation profonde entre l'énergie et la masse, l'un des secrets les plus fondamentaux de l'univers. La gravité, l'une des 4 forces fondamentales, régit tout, de l'orbite des planètes à la cohésion des galaxies. Ces lois fondamentales sont si élégantes et si universelles qu'il est difficile de ne pas admirer une sorte de simplicité divine en les regardant. C'est comme si l'univers aimait construire les structures les plus complexes avec les règles les plus simples. De l'autre côté, il y a une complexité ahurissante qui naît de ces règles simples. Comment quelques lois physiques simples peuvent-elles conduire à une planète impossible, comme TOI 5205b, un enfer qui avale la lumière comme WASP 12b, ou un monde avec des nuages de sable comme VHS 1256b? C'est là que réside la vérité tragique. Connaître les règles ne signifie pas connaître l'issue du jeu. Connaître les règles des échecs ne fait pas de vous un grand maître. De même, connaître les lois fondamentales de l'univers ne nous suffit pas pour prédire les possibilités infinies qui peuvent en découler. La nature, en utilisant ces règles simples, crée une complexité et une diversité qui dépassent notre imagination, qui brisent nos modèles, qui rendent nos théories insuffisantes. C'est l'un des plus grands défis auxquels la science est confrontée. Nos modèles sont toujours une simplification de la réalité, et la réalité est toujours plus complexe que le modèle. Mais c'est là que naît l'espoir. Mais cette complexité est aussi la plus grande beauté de l'univers. À quel point un univers où tout serait prévisible et simple serait-il intéressant? Ces découvertes inattendues, ces planètes impossibles, ces anomalies inexpliquées sont les choses qui rendent l'univers excitant, vivant et dynamique. Elles nous rappellent qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Toi aussi, tu es un produit de cette complexité. Les billions de cellules qui composent ton corps fonctionnent selon ces simples lois de la physique et de la chimie. Pourtant, l'interaction de ces règles simples crée le toi, qui pense, ressent, aime, s'interroge, lit ces lignes. Tu es la preuve vivante de la façon dont l'univers crée une complexité incroyable à partir de règles simples, et ta conscience, qui tente de comprendre cette complexité, est peut-être la manifestation la plus complexe et la plus belle de l'univers. Et enfin, nous assistons à cette guerre éternelle entre l'ordre et le chaos. D'un côté, il y a cet ordre prévisible, qui fonctionne comme une horloge dans notre système solaire. La Terre, depuis 4,5 milliards d'années, complète son tour autour du Soleil tous les 365 jours avec une précision presque sans faille. Les orbites des planètes sont si régulières que nous pouvons calculer les éclipses solaires des siècles à l'avance, à la seconde près. C'est le triomphe des lois de Newton et de Kepler. Cela soutient l'idée qu'il y a un ordre, une harmonie mathématique au cœur de l'univers. De l'autre côté, il y a un chaos qui nous rappelle à quel point cet ordre est fragile. La théorie de la 9e planète elle-même est née d'un chaos caché sous cet ordre. Les orbites étranges et groupées des TNO pourraient être les vestiges d'une période chaotique au début du système. Peut-être une période où une planète a été éjectée du système ou y a été ajoutée plus tard.
L'orbite d'Orphée pourrait être le signe que ce chaos continue. En fait, la vérité tragique est que cet ordre dans lequel nous vivons pourrait n'être qu'un cessez-le-feu temporaire. Dans la longue histoire du système solaire, les orbites des planètes ont changé. Certaines ont été éjectées du système. Il n'y a aucune garantie que de tels événements chaotiques ne se produiront pas à l'avenir. Le passage d'une étoile près de nous pourrait complètement perturber l'équilibre du système solaire. Ce système, qui nous semble être une forteresse d'ordre et de stabilité, pourrait en fait se trouver dans un coin calme par hasard, au milieu d'une partie de billard qui dure depuis des milliards d'années. Mais, ce « mais » est la clé de notre existence. Mais, nous sommes le produit d'un ordre né précisément de ce chaos. La vie elle-même est une prise de position contre la deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire la tendance de l'univers à aller vers le désordre, l'entropie. La vie, en tirant de l'énergie du chaos qui l'entoure, crée en son sein un ordre incroyablement complexe. Une graine qui jaillit de la terre pour devenir un arbre est un ordre né du chaos, toi aussi. Ton corps, en luttant constamment contre le chaos du monde extérieur, essaie de maintenir cet équilibre délicat, cet ordre à l'intérieur. Tu es l'un des exemples d'ordre les plus incroyables de cet univers, et notre tentative d'utiliser la science pour comprendre le chaos qui nous entoure, pour le mettre en ordre, pour le prédire, est peut-être notre impulsion humaine la plus fondamentale, car nous sommes les enfants du chaos. Mais nous rêvons d'ordre, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, simplicité et complexité, ordre et chaos. Ces profondes oppositions définissent notre relation avec l'univers. Elles nous rappellent à la fois à quel point nous sommes petits et fragiles, et à quel point notre capacité à comprendre et à découvrir est grande. Nous savons maintenant que l'univers n'est pas seulement une scène vide, c'est un être vivant, en constante évolution, qui nous surprend constamment, et nous sommes à la fois une partie de cet être et ses témoins conscients. Mais, après toutes ces réflexions philosophiques, une autre question se pose dans notre esprit, une question plus personnelle. Si la 9e planète est réellement trouvée, qu'est-ce que cela signifiera pour l'humanité? Cette découverte restera-t-elle simplement un article scientifique ou affectera-t-elle notre culture, notre art et même notre religion? Car trouver une planète, ce n'est pas seulement trouver un morceau de roche, c'est ajouter un nouveau monde à la carte. Et un nouveau monde signifie toujours de nouvelles possibilités, de nouveaux rêves et de nouvelles peurs. Et peut-être le plus important, comment cette découverte affectera-t-elle cette question la plus fondamentale sur notre place dans l'univers, à savoir, sommes-nous seuls? Car même si la 9e planète elle-même n'abrite pas la vie, son existence nous montrera à quel point les planètes peuvent être communes et diversifiées. Et cela augmentera peut-être plus que jamais la probabilité qu'il y ait quelqu'un d'autre ailleurs, autour d'une autre étoile, qui s'interroge comme nous, qui cherche comme nous. Et cela augmentera peut-être plus que jamais la probabilité qu'il y ait quelqu'un d'autre ailleurs, autour d'une autre étoile, qui s'interroge comme nous, qui cherche comme nous. Mais ces pensées nous mènent à un endroit plus profond, à une interrogation plus intérieure, car regarder à l'extérieur de l'univers nous amène inévitablement à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi il est maintenant temps de poser la question la plus intime. Que faisons-nous de ce flot d'informations, de cette conscience cosmique? Comment cette connaissance façonne-t-elle notre vie quotidienne, nos décisions, nos valeurs? Car en fin de compte, ce n'est pas la connaissance elle-même qui est importante, mais ce que nous faisons de cette connaissance. Cela nous amène à la première profonde opposition, le fossé énorme entre savoir et agir. D'un côté, nous savons maintenant que la Terre pourrait être la seule planète habitable du système solaire, bien qu'il y ait des mondes prometteurs comme K2-18b. Il y a une possibilité qu'ils aient des océans d'eau bouillante ou des océans de lave. Nous savons que Kepler 22b pourrait avoir une gravité 6 fois plus forte, ce qui rendrait la vie là-bas impossible. Nous comprenons maintenant avec des données scientifiques à quel point ce point bleu pâle que nous tenons est rare, précieux et fragile. De l'autre côté, il y a nos actions malgré cette connaissance. Nous continuons à polluer notre propre maison, nos océans, notre atmosphère, comme si nous avions une autre planète où aller. C'est l'une des plus grandes tragédies de l'humanité. Nous avons la capacité de voir l'avenir, de comprendre le fonctionnement de l'univers. Mais nous avons du mal à utiliser cette connaissance pour changer notre propre comportement. Alors que notre conscience est suffisamment développée pour résoudre les secrets de milliards d'années de l'univers,
Nos instincts de survie les plus élémentaires restent esclaves des intérêts à court terme et des habitudes. C'est comme si un médecin diagnostiquait son propre cancer et continuait à fumer. Savoir devient un fardeau douloureux. Mais, ce « mais » est toujours une lueur d'espoir. Mais, cette connaissance est aussi notre plus grande force, car nous n'avons plus d'excuses. Nous ne pouvons plus dire « nous ne savions pas ». Cette prise de conscience entraîne une responsabilité, et cette responsabilité repose sur les épaules de chacun d'entre nous individuellement. Toi aussi, tu fais partie de cette équation. Toi aussi, chaque jour, tu fais des dizaines de choix. L'eau que tu utilises, l'énergie que tu consommes, les déchets que tu jettes. Tout cela a un impact, même minuscule, sur l'avenir de cette planète rare. Ces découvertes ne te rappellent pas seulement à quel point l'univers est grand, mais aussi à quel point ta maison est petite et précieuse. Et peut-être que cette prise de conscience peut te guider lorsque tu fais ces petits choix, car les petits changements faits par des millions de personnes peuvent créer une vague géante capable de changer le destin de la planète. Et cela nous amène au deuxième paradoxe profond, cette relation étrange entre l'insignifiance individuelle et l'héritage universel. D'un côté, comme nous venons de le dire, en tant qu'individus, nous sommes complètement insignifiants à l'échelle cosmique. Nos 80 ans de vie ne sont même pas un grain de poussière dans les 13,8 milliards d'années de l'histoire de l'univers. Rien de ce que nous faisons n'a le moindre impact sur le fonctionnement général de l'univers. Le Soleil brillera pendant encore environ 5 milliards d'années, que nous soyons là ou non, et puis il se transformera en géante rouge et engloutira la Terre. Notre galaxie entrera en collision avec Andromède dans environ 4,5 milliards d'années. Ce sont des événements cosmiques inévitables, totalement hors de notre contrôle. C'est un aspect tragique de l'existence. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas changer le grand plan de l'univers. Accepter que notre existence individuelle n'est rien au sens cosmique est un coup dur pour l'ego humain. Cela peut nous faire sentir que tout ce que nous faisons est dénué de sens. Mais c'est là que la résilience de l'esprit humain entre en jeu. Mais malgré cette fin inévitable, nous continuons à construire des choses, à laisser une trace, à créer un sens. Car notre héritage n'a pas besoin d'être aussi durable que l'univers lui-même. Notre héritage est pour les générations qui nous suivront. Les scientifiques qui cherchent la 9e planète ne la trouveront peut-être pas de leur vivant. Mais les données qu'ils collectent, les méthodes qu'ils développent, permettront à la génération suivante de trouver cette planète. Ils ajoutent une autre brique au trésor commun de la connaissance humaine. Et ces briques, empilées les unes sur les autres, construisent une cathédrale qui durera des générations. Toi aussi, tu fais partie de cette construction. Peut-être que ton nom ne passera pas à l'histoire. Peut-être que tu ne seras pas un héros. Pourtant, une valeur que tu enseignes à tes enfants, une main tendue à un ami, un poème que tu écris, un arbre que tu plantes, ce sont toutes des traces qui resteront après toi. Ce sont les briques que tu poses dans la cathédrale de l'humanité. Oui, tu es peut-être un rien pour l'univers. Mais, pour une autre personne, tu peux signifier un monde. Et peut-être que le sens ne réside pas dans la grandeur de l'univers, mais dans le monde de cette seule personne. Ensuite, nous sommes confrontés à cette tension intéressante entre la curiosité et la sérénité. D'un côté, il y a ce sentiment de curiosité insatiable qui nous pousse constamment en avant, nous faisant poser de nouvelles questions. Qu'y a-t-il là-bas? Comment cela fonctionne-t-il? Pourquoi est-ce ainsi? Ces questions sont le moteur de l'humanité. C'est cette curiosité qui nous a fait sortir des grottes et regarder les étoiles. Notre quête de la 9e planète est la forme la plus pure de cette curiosité. Il n'y a pas de bénéfice concret. Trouver cette planète ne changera pas directement notre vie quotidienne. Mais nous cherchons quand même, parce que nous voulons savoir, parce que c'est notre nature. Lever le voile sombre de l'inconnu est l'un des désirs les plus fondamentaux de l'âme humaine. De l'autre côté, il y a le fait que cette curiosité ne nous satisfera jamais, que chaque réponse ne fera que soulever de nouvelles questions. C'est une sorte de roue de hamster mental. Peu importe à quelle vitesse nous courons, nous n'arrivons jamais nulle part. C'est une tension tragique de l'existence. Être constamment en quête, mais ne jamais trouver de satisfaction complète. Cela peut conduire à une fatigue mentale, à un sentiment d'absurdité. Pourquoi chercher si tout ce que nous trouverons n'est que plus de questions? Mais peut-être que nous posons la mauvaise question. Peut-être que le but n'est pas de trouver une réponse, mais la quête elle-même.
Peut-être que le bonheur n'est pas dans une destination, mais dans le voyage lui-même. C'est une sagesse que les philosophies anciennes nous ont enseignée. Être dans le moment présent, apprécier la beauté et le mystère de ce moment. Parfois, au lieu de forcer les réponses, il suffit de s'asseoir en silence et de regarder les étoiles, ressentir le pur miracle de leur existence. La curiosité peut être un moteur qui nous pousse en avant. Mais la sérénité est un port où nous nous reposons pendant ce voyage, où nous reprenons de l'énergie. Toi aussi, tu peux trouver cet équilibre dans ta propre vie. Oui, sois curieux, pose des questions, apprends. Mais sache aussi t'arrêter, écouter, simplement être. S'asseoir sous un arbre et écouter le bruissement des feuilles peut parfois contenir plus de sagesse que les équations les plus complexes, car l'univers ne parle pas seulement à notre esprit, mais aussi à notre cœur. Et pour l'entendre, nous devons parfois simplement nous taire, savoir et action. Individualité et héritage, curiosité et sérénité. Ces profondes oppositions offrent des indices sur la façon dont l'être humain du XXIe siècle peut vivre avec une conscience cosmique. Elles nous montrent comment nous pouvons créer notre propre place et notre propre sens. Au lieu d'être écrasés par l'immensité de l'univers, ce n'est plus une histoire sur ce que nous savons, c'est une histoire sur qui nous sommes et qui nous voulons être. Mais, même dans ce voyage intérieur, une question reste à répondre, peut-être la plus difficile. Toute cette connaissance, toute cette conscience, nous rend-elle de meilleures personnes ou simplement des êtres plus anxieux, souffrant de plus de douleurs existentielles? Car résoudre les secrets de l'univers est une chose, mais résoudre les secrets de notre propre âme en est une autre. Et quand nous ouvrirons cette dernière porte, ce que nous trouverons en face sera peut-être la plus grande découverte, nous-mêmes. Et où cette découverte nous mènera-t-elle? Et où cette découverte nous mènera-t-elle? C'est peut-être le plus grand mystère, car ce ne sera pas seulement une découverte sur l'univers, mais aussi une découverte sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous descendons dans la dernière couche de ce voyage intérieur, car en essayant de résoudre les secrets de l'univers, nous sommes en fait confrontés aux oppositions les plus fondamentales de notre propre existence. Et cette confrontation se trouve au cœur même de ce qui fait de nous ce que nous sommes. La question de ce que nous ferons de cette connaissance, de cette conscience, n'est plus une question scientifique, mais une question d'humanité. Cela nous amène à l'opposition qui nous rend peut-être le plus humble, cette danse étrange entre la quête méthodique et la découverte fortuite. D'un côté, il y a la quête planifiée, systématique et déterminée de l'humanité. Nous construisons l'observatoire Veracé, Rubin qui coûte des milliards de dollars. Nous envoyons des télescopes révolutionnaires comme James Webb dans les profondeurs de l'espace, avec des décennies de planification. Nous avons un objectif spécifique, trouver la 9e planète, voir les premiers instants de l'univers, découvrir des mondes habitables. C'est un triomphe de la raison, de la planification et de la persévérance. De l'autre côté, il y a ces cadeaux inattendus, non planifiés que l'univers nous offre, les coïncidences. L'astronome Heinrich Olbers, en cherchant Cérès en 1802, a trouvé par hasard un deuxième astéroïde, Pallas, ce qui a déclenché la théorie de la planète Phaéton, dont on pensait qu'elle avait existé. Orphée a été découvert complètement par hasard par des chercheurs qui parcouraient des données d'archives. Beaucoup des plus grandes découvertes de l'histoire n'étaient là pas ce qui était recherché, mais quelque chose d'inattendu rencontré sur le chemin de la recherche. C'est une vérité tragique, mais aussi belle de la planification humaine. Peu importe à quel point nous planifions soigneusement, l'univers a son propre agenda. Alors que nous pensons suivre une carte au trésor, l'univers peut déposer sous nos pieds un autre trésor plus précieux. C'est faire face au fait que nous n'avons pas le contrôle. C'est une douce gifle à l'orgueil humain. Mais c'est la magie de la science. Mais ces coïncidences nous empêchent d'être dogmatiques. Elles nous obligent à toujours nous attendre à l'inattendu, à toujours être ouverts d'esprit. La recherche planifiée nous donne une direction. Pourtant, les découvertes fortuites nous rappellent les possibilités infinies en dehors de cette direction. Toi aussi, tu fais cette danse dans ta propre vie. Tu planifies une carrière, tu traces un chemin. Mais, parfois, tu rencontres ton meilleur ami, l'amour de ta vie ou ta plus grande passion complètement par hasard. Tes plans t'emmènent quelque part. Pourtant, la vie se vit généralement dans les espaces entre ces plans, dans ces moments inattendus.
Toi aussi, tu es un explorateur. Et tes plus grandes découvertes t'attendent peut-être dans des endroits qui ne sont pas sur ta carte. Cette situation nous conduit à une autre confrontation profonde, le contraste saisissant entre notre recherche d'un foyer habitable et la réalité impitoyable de l'univers. D'un côté, il y a notre rêve romantique, trouver une autre Terre. Nous imaginons une planète dans cette étroite plage orbitale que nous appelons la zone Goldilocks, où l'eau liquide pourrait exister à la surface, avec un ciel bleu et des nuages blancs. Nous sommes excités lorsque nous trouvons des candidats comme Kepler-22b. Nous espérons lorsque nous trouvons des produits chimiques qui pourraient être un signe de vie dans l'atmosphère de K2-18b. C'est l'un des désirs les plus profonds de notre espèce. Savoir que nous ne sommes pas seuls, et l'idée que si nous rendons notre propre maison inhabitable, nous aurons un autre endroit où aller. De l'autre côté, il y a cette réalité impitoyable, sauvage que les télescopes nous montrent. L'univers, au lieu de nous offrir des mondes amicaux, nous présente un catalogue d'enfer. Nous trouvons WAS P12b, 2 fois plus grand que Jupiter qui avale la lumière et est dévoré vivant par son étoile. Nous découvrons KELT9b, l'une des planètes les plus chaudes connues, avec une température de surface atteignant 4300 degrés. Nous voyons VHS 1256b, où il pleut du sable du ciel. La grande majorité des planètes que nous trouvons sont soit des géantes gazeuses brûlantes, soit des morceaux de roches gelés et sans atmosphère. La vérité tragique est que l'univers ne nous tend pas une bouée de sauvetage. Au contraire, il nous jette au visage à quel point cette seule et unique bouée de sauvetage que nous avons, c'est-à-dire la Terre, est rare. Notre recherche d'une autre Terre est très probablement un effort futile. Et cela met un lourd fardeau sur les épaules de l'humanité. Nous n'avons nulle part où aller. Mais c'est peut-être la leçon la plus importante que nous ayons jamais reçue. Mais cette dure réalité nous oblige à tourner notre attention de l'extérieur vers l'intérieur de ces étoiles lointaines, vers notre propre maison. Lorsque nous comprenons que la recherche d'un autre foyer est un rêve vide, nous réalisons à quel point il est vital de protéger le foyer que nous avons. C'est une sorte de processus de maturation cosmique, un passage d'un fantasme d'évasion enfantin à un sens des responsabilités d'adulte. Toi aussi, tu vis ce processus. Toi aussi, en entendant les histoires de ces planètes impossibles, tu regardes peut-être par la fenêtre et tu apprécies mieux la valeur de ton propre ciel, de tes propres arbres, de ta propre eau. Car l'univers nous dit ceci, je vous ai donné un paradis, le transformer en enfer ou le protéger, c'est entre vos mains. Et enfin, nous nous retrouvons face à l'opposition la plus personnelle, la plus intérieure, notre quête de sens et le silence de l'univers. D'un côté, en tant qu'êtres humains, nous sommes par nature des êtres en quête de sens. Nous essayons de donner un sens à ces découvertes, à ces chiffres, à ces théories. Nous espérons que la découverte de la 9e planète renforcera l'unité de l'humanité. Nous pensons que nous devrions être plus humbles face à l'immensité de l'univers. Nous établissons des parallèles entre les événements cosmiques et nos propres vies. Nous voulons croire que nous avons un but, que nous avons aussi notre note dans cette grande symphonie cosmique. De l'autre côté, il y a l'univers lui-même, froid, indifférent et complètement silencieux. L'univers n'a pas de but, il n'a pas de sens, il est juste là. Il fonctionne selon les lois de la physique. L'explosion d'une étoile, la formation d'une planète, la collision d'une galaxie, ce n'est ni bien ni mal. Ça arrive, c'est tout. C'est la vérité tragique. Le sens que nous cherchons si passionnément n'existe pas dans l'univers lui-même. Quand nous demandons à l'univers « Pourquoi suis-je ici ?», la seule réponse que nous obtiendrons sera le silence assourdissant du vide. Cela peut conduire à un sentiment de vide existentiel, à un nihilisme. Si rien n'a de sens, pourquoi faire des efforts ? Mais c'est peut-être la plus grande découverte de toutes. Mais si l'univers lui-même n'offre pas de sens, cela signifie que nous sommes libres de créer le sens nous-mêmes. C'est le plus grand cadeau et la plus grande responsabilité que l'univers nous a donné. Le sens n'est pas quelque chose à découvrir, mais quelque chose à construire. Le sens n'est pas un trésor qui nous attend au sommet de la montagne, mais le chemin que nous créons en gravissant cette montagne. Toi aussi, tu recrées ton propre sens chaque jour. Quand tu aides quelqu'un, quand tu crées une œuvre d'art, quand tu fais rire un enfant, quand tu atteins un objectif difficile,
C'est dans ces moments-là que tu élèves ta propre voix pleine de sens contre le silence insignifiant de l'univers. Tu es une partie chantante de cet univers silencieux, et écrire les paroles de cette chanson t'appartient entièrement, car l'univers te donne une toile. Ce avec quoi tu rempliras cette toile est ton art. Méthode et hasard, rêve et réalité, quête de sens et silence de l'univers. Ces dernières couches philosophiques nous confrontent aux tensions les plus fondamentales de l'être humain. Nous savons maintenant que nous sommes des êtres qui planifient, mais qui sont ouverts aux coïncidences, qui rêvent, mais qui doivent faire face à la réalité. Et surtout, qui doivent créer leur propre sens dans un univers dénué de sens. Ce long voyage nous a menés non seulement aux coins les plus sombres du système solaire, mais aussi aux couches les plus profondes de notre propre âme. Nous avons navigué entre découvertes, théories, chiffres et philosophie. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce voyage, il est temps de rassembler toutes ces pièces. Il est temps de revenir à cette question simple, curieuse du début, avec une nouvelle sagesse, une nouvelle perspective. Car cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'une planète, c'est l'histoire de la quête elle-même, et ce que nous trouvons à la fin de cette quête. Dans ce voyage, nous avons vu à quel point la réalité de l'univers est complexe et surprenante. Mais je ne vous ai pas dit le vrai choc. Et si cette réalité elle-même n'était qu'un programme informatique avancé? Il existe des indices mathématiques et des bugs étranges dans les lois de la physique qui suggèrent que l'univers pourrait être une simulation. Dans notre prochain voyage, nous plongerons dans les profondeurs de cette matrice cosmique. Y a-t-il une sortie de cette simulation? Êtes-vous prêts?